En RDC, le colonel frondeur John Tshibangou a quitté la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Il y était retenu depuis près de 2 ans. Selon ses avocats, il a été placé en résidence surveillée. Au Gabon, le procureur de la République a annoncé que son pays a émis 2 mandats d'arrêt internationaux contre 2 Gabonais poursuivis dans le cadre de l'opération main propre baptisée Scorpion. En Tunisie, les procès liés à la justice transitionnelle continuent. Plus de 170 dossiers ont été transférés vers des chambres spécialisées après la fin du mandat de l'instance Vérité et Dignité il y a près d'1 an. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Bon après-midi à chacun et à tous. Le procureur de la République a, dans une déclaration samedi, annoncé que son pays a émis 2 mandats d'arrêt internationaux contre 2 Gabonais poursuivis dans le cadre de l'opération main propre baptisée Scorpion. Selon les informations de RFI, les 2 personnes recherchées aussi sont donc des proches de Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo. Reportage. Les mandats d'arrêt ont été émis le 3 janvier dernier. Libreville demande à toutes les polices de rechercher et d'extrader vers le Gabon Raphaël Menko, beau-frère de Brice Lacruche Alianga. 250 millions de francs CFA entassés dans 2 coffres auraient été retrouvés à son domicile lors d'une perquisition. Le 2e mandat cible Gervais Martial Koulayo Oulpaye, ancien collaborateur de Lacruche Alianga. Ces 2 personnes sont poursuivies dans le cadre de l'opération Scorpion qui a pour but d'assainir les finances publiques. Selon le procureur de la République, André-Patrick Ropona, 2 mois après son déclenchement, Scorpion a permis d'interpeller 30 personnes. 6 ont été mis hors de cause, 4 laissés en liberté provisoire et 20 autres inculpés et jetés en prison. La sortie du procureur de la République est inopportune. Il aurait pu évoquer les conditions épouvantables de détention de Lacruche et de ses proches, a riposté Ange-Kevin Nzigou, avocat de Lacruche. En République démocratique du Congo, le colonel frondeur John Tshibanda a quitté la prison militaire de Ndolo à Kinshasa où il avait été retenu depuis près de 2 ans. Selon ses avocats, l'officier qui avait réclamé en 2016 au président Kabila qu'il respecte le calendrier électoral a été placé en résidence surveillée dès sa libération. Reportage. Selon ses avocats, le colonel John Tshibangou est en résidence surveillée au centre d'accueil catholique Nganda depuis le week-end. L'officier frondeur pourrait ensuite être transféré dans un lieu qui devra être gardé secret pour des raisons de sécurité. On le disait malade, c'est pourquoi en 2016, il avait sollicité une libération conditionnelle. La requête avait été rejetée par la justice militaire qui a finalement opté pour cette solution, même si son état de santé s'est entre-temps amélioré, à en croire ses proches. Et, selon nos sources, le colonel John Tshibangou pourrait finalement bénéficier d'une libération conditionnelle, voire d'une mesure de grâce. Des informations en notre possession font état de démarches entreprises par le Conseil national de suivi des accords de la Saint-Sylvestre pour la relâche de cet officier qui avait en 2016 déserté pour exiger le respect de la Constitution et la convocation des élections libres et démocratiques. La justice congolaise l'avait accusé de désertion à l'étranger, violation de consignes et participation à un mouvement insurrectionnel. John Tshibangou avait été arrêté à l'aéroport de Dar es Salaam et livré au service congolais par la Tanzanie. Il était depuis détenu sans jugement. À quelques semaines de la présidentielle au Togo, les remous continuent au sein de la classe politique. Ce scrutin ne rassure pas l'opposition, dont le parti CAR, qui vient donc de décider de quitter la série. Les détails. Le comité d'action pour le renouveau CAR a annoncé samedi au Togo, à l'issue de son conseil national, le retrait de ses membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de tous ses démembrements. Le parti d'opposition a également annoncé son intention de ne pas prendre part à la présidentielle du 22 février.
Les conditions en l'état actuel ne sont pas réunies pour un scrutin transparent et équitable, estime le président du CAR, Yaovi Aboibo. Tous les partis ont dénoncé les conditions d'organisation des élections. C'est vrai, certains de nos partenaires de l'opposition ont présenté des candidatures, mais de notre point de vue, au CAR, on reste convaincu que la bonne décision, c'est d'amener le pouvoir à reconsidérer les conditions parce que notre décision est une décision fondée sur l'état actuel du cadre électoral. Mais l'ancien Premier ministre ajoute être prêt à la discussion. Rien n'empêche que dans les jours ou semaines à venir, le pouvoir se remette en cause et décide d'améliorer le cadre. Auquel cas, nous allons reconsidérer aussi notre position. D'autres partis d'opposition avaient déjà donné de la voix. C'est le cas de Jean-Pierre Fabre, candidat investi par l'Alliance nationale pour le changement ANC. Il a, dans un courrier, attiré l'attention de la Commission électorale nationale indépendante à veiller à ce que les dispositions qui encadrent le processus électoral soient scrupuleusement respectées par toutes les institutions qui y sont impliquées afin que cette élection soit transparente, équitable et crédible. Charles Blé Goudé, ex-leader des jeunes patriotes, a demandé au président Ouattara de réunir les acteurs de la crise post-électorale. Objectif, tenter de trouver une issue à la situation tendue dans le pays, une demande accueillie par certains, mais beaucoup moins par d'autres. Charles Blé Goudé a prié le président Ouattara de réunir les principaux partis politiques de Côte d'Ivoire pour tenter de trouver une issue à la situation tendue qui prévaut à 10 mois de l'élection présidentielle. Condamné à 20 ans de prison à Abidjan, il dénonce une décision politique de la part du pouvoir ivoirien, tout en suppliant Alassane Ouattara de réunir tous les acteurs de la crise post-électorale. Au PDCI d'Henri Konabédié, on approuve cette idée. Pour Maurice Kakou Gikahwe, le secrétaire exécutif du parti, aujourd'hui, la tension est due au manque de dialogue. On ne peut pas être dans le passage en force et il faut reconnaître que l'opposition existe. Parmi les dossiers brûlants, la constitution de la commission électorale indépendante que l'opposition ne reconnaît pas à moins d'un an de l'élection présidentielle. Au FPI de Laurent Gbagbo, il est important de rediscuter de la confiscation des biens et de la restitution des terres dans l'Ouest, tout en condamnant un exécutif qui répond par la violence et la traque des opposants, estime Frank Anderson Kwasi. Mais du côté du pouvoir, un cadre du RHDP confie que Charles Blé Goudé n'est pas en position de force pour tendre la main à Alassane Ouattara, tout en écartant l'idée d'une instrumentalisation de la justice. Quant au reste de l'opposition, ils considèrent que ceux-ci ne veulent pas discuter et doivent renoncer à la politique de la chaise vide. Début samedi d'une marche de 6 jours dans la jungle, le président ougandais Yoweri Museveni veut retracer la route empruntée par ses guerrieros. Les faits remontent il y a plus de 30 ans lorsqu'il s'est emparé du pouvoir à Kampala. Cette marche entamée samedi par le président ougandais a été qualifiée d'électorale par ses opposants alors que des élections sont prévues en Ouganda en 2021. En effet, cette marche initiée par Yoweri Museveni devrait courir sur 195 km depuis Galamba et prendre fin le 10 janvier à Birambo, au sud de la capitale ougandaise, où son armée rebelle a mené une de ses batailles les plus acharnées pour renverser son prédécesseur Obote. Cette opération particulière avait pour but d'attaquer Kambamba. La marche que nous allons faire jusqu'à Mirembo, cela fait partie de l'histoire. Ce n'est pas toute l'histoire. La vraie histoire est que nous sommes partis d'ici et avons fini par attaquer Kabamba le 1er, le jour de l'an 1985. À la tête de l'armée de résistance nationale, son mouvement de guérilla, il s'est emparé du pouvoir cette année-là en balayant du pouvoir Idi Amin et Milton Obote.
Il sera ensuite officiellement élu en 1996, 2001, 2006, puis en 2011, avec plus de 60% des voix. Un membre de l'opposition, Assouman Bassaliroa, a estimé pour sa part que cette marche est un outil de campagne électorale. Le président Museveni dirige le pays d'une main de fer depuis 1986. À l'initiative du parti au pouvoir, la Constitution a été récemment modifiée pour supprimer la limite d'âge pour briguer la présidence, l'autorisant ainsi à se présenter pour un 6e mandat en 2021. Au Sénégal, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, rend visite ce lundi dans l'après-midi aux membres du Front de résistance nationale qui rassemble une partie de l'opposition. C'est la dernière étape de sa tournée politique. Khalifa Sall a déjà rencontré Ousmane Sonko ce vendredi et l'ancien président Abdoulaye Wade début décembre. Reportage. Khalifa Sall à la rencontre de ceux qui l'ont soutenu de près ou de loin durant ces 2 années et demie de détention. Ce vendredi, l'homme a rencontré Ousmane Sonko. Un échange, une visite de courtoisie où l'on a finalement beaucoup parlé politique. D'après l'un des témoins proches de Khalifa Sall, Ousmane Sonko n'a pas fermé la porte à une éventuelle coalition avec l'ancien maire de Dakar contre le pouvoir en vue des prochaines échéances électorales. Les locales dont la date n'est pas encore connue, puis les législatives de 2022. Pour l'instant, rien n'a été fixé. D'après un membre de l'équipe d'Ousmane Sonko, il est même bien trop tôt pour parler d'une alliance. Khalifa Sall ratisse l'âge. L'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, a aussi eu droit à une visite. Après l'entretien, le chef du Parti démocratique sénégalais assure dans un communiqué qu'il est prêt à accompagner toutes les initiatives qui revêtent un intérêt national pour le Sénégal. Avec ces entretiens, l'ancien maire de Dakar se pose en rassembleur au-dessus des clivages. Les prémices, en tout cas, d'un retour actif en politique, assure son entourage, plus de 3 mois après sa libération. Les procès liés à la justice transitionnelle, un processus qui doit faire la lumière sur les crimes contre les droits humains commis entre 1955 et 2013 continue. Plus de 170 dossiers ont été transmis vers des chambres spécialisées après la fin du mandat de l'instance Vérité et Dignité il y a plus d'1 an. Reportage. À la chambre criminelle du tribunal du Kef, dans le nord du pays, le vendredi est consacré à la justice traditionnelle. C'est la 8e audience du procès de Nabil Barakati, militant communiste et syndicaliste. En 1987, il est arrêté sous le régime d'Habib Bourguiba pour avoir distribué des tracts politiques puis torturé par la police et retrouvé mort d'une balle dans la tête sur les rails d'un train. À l'époque, sa mort provoque des émeutes dans sa ville natale. Et Bourguiba fait juger les policiers coupables qui seront condamnés à 5 ans de prison pour abus de pouvoir, mais pas pour torture. Aujourd'hui, Rida demande la vérité pour pouvoir se réconcilier avec le passé. Si le processus de la justice traditionnelle a été parfois controversé en Tunisie et peu soutenu politiquement, les procès continuent et témoignent d'une histoire oubliée, qui encore aujourd'hui reste peu médiatisée. C'est cette information que nous vous faire pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon après-midi à chacun et à tous. À très bientôt.